Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Justice et démocratie. L'émission en exclusivité reçoit aujourd'hui l'un des doyens de la politique guinéenne. Il s'agit de M. Jean-Marie Doré. M. Jean-Marie Doré, allié ou opposant du PDG, allié ou opposant du président Lansana Conté, toujours est-il que des questions justement se posent. M. Jean-Marie Doré a été opposant au CNDD première version et Premier ministre également de la transition avec le CNDD dans sa deuxième version. M. Jean-Marie Doré se réclame du centre et l'homme a accompagné le professeur Alpha Condé en 2015 dans sa campagne pour être réélu. Fondamentalement donc nous recevons le doyen Jean-Marie Doré. L'homme a été de toutes les grandes expéditions politiques de la Guinée post-indépendance. Aujourd'hui, la problématique d'abord à l'entame de cette émission, c'est de définir mon invité. Monsieur Jean-Marie Doré, vous êtes les bienvenus. Merci. Et quel est le Jean-Marie Doré justement qui est en face de moi? Est-ce Monsieur Jean-Marie Doré l'opposant? Monsieur Jean-Marie Doré du centre? Monsieur Jean-Marie Doré qui a accompagné le professeur Alpha Condé? Est-ce que je peux avoir justement le profil l'invité, M. Doré? C'est la synthèse. Doré qui est devant vous. Maman, que je ne suis plus Doré. Vous êtes parce qu'il ne peut pas être un opposant. Et... Oui, allez-y. C'est vous qui le dites. De tenir compte de tout ce qui est susceptible d'être allié pour prendre une décision qui fasse avancer le pays. C'est très important pour nous, dans notre parti, et nous allons insister, quels que soient les inconvénients, pour ne pas être inféodés à une pensée, même si elle s'avère mauvaise au nom de l'opposition ou au nom de la mouvance. Monsieur Jean-Marie Doré, est-ce que cette posture n'est pas une posture opposante? Non, c'est-à-dire qu'on est là où il y a justement d'intérêt, que ce soit politique ou... Et puis, est-ce que c'est le cas spécifique de la politique? Nous n'avons jamais rien demandé à qui que ce soit. Demandez M. Alpha Condé, il n'a pas d'alliance entre nous, il n'y a pas d'accord entre nous. Je pense qu'après réflexion, après analyse de son programme, après analyse de l'obstacle qu'il a rencontré pour la nation de son premier gouvernement, et je pense, je perçois une forte de lignes positives dans son passage à la tête de la nation guinéenne. Donc, vous savez, vous pensez tout ce que vous voulez d'Alpha Condé, c'est un politique. Regardez les gens qui sont passés avec l'opposition, qui est une façon d'être opportuniste, parce que vous avez vu les différents opposants. Le lundi, ils sont dans tel parti, le mardi, ils sont dans tel autre parti. Nous sommes définitivement au centre parce que le tient compte de ce qui est vrai, de ce qui est politique, dans la formulation politique des uns et des autres. Et nous ne pouvons pas nous figer sur un choix quand en cours de chemin il s'avère que le choix est mauvais. Simplement pour qu'on dise que nous sommes de l'opposition. Or, l'opposition est opposant, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas d'idéologie en fait? Non, l'opposition c'est de suivre les autres. Non, on ne suit personne. Notre opposition, c'est une position de réflexion et d'action. En corrigeant, en cours de route, Monsieur Djibril, oui. Faites un effort, vous me comprendrez. Oui. Vous comprenez? Je vais essayer d'exprimer, ma personne essaie d'exprimer
autant que possible et aussi clairement que possible la complexité de ce monde et de notre société. Notre société n'est pas linéaire, sa démarche n'est pas linéaire. La société guinéenne est très compliquée. C'est très très compliqué. Il n'y a jamais une société aussi compliquée que la Guinée. Et vous essayez de trouver... Non, il faut trouver le chemin qui doit être emprunté pour ne pas dévier de la solution. Regardez, comparez l'histoire de la forêt et l'histoire du Fouta. Mais ce n'est pas la même histoire du tout. Oui, mais dans l'élaboration de non, s'il vous plaît. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Prenez l'histoire de la Haute-Guinée et celle de la Basse-Guinée. Ce n'est pas la même démarche. Et puis aussi, quand vous voyez le comportement des gouvernants, c'est décalé par rapport à cette histoire-là. Parce que aller à Paris, aller à Moscou, aller à Washington, à New York, aller à Pékin, aller à New Delhi, vous ne verrez pas le nom d'un héros guinéen sur un panneau indiqué à la rue. Vous ne verrez pas le nom de monsieur un héros Peul que j'aime beaucoup. Moi, je suis d'accord avec vous sur ces spécificités, mais ce sont ces spécificités qui sont fédérées au sein d'un programme, justement, de gouvernement, au sein d'un programme idéologique qu'on défend avec constance. Si vous prenez, par exemple, le professeur Alpha Condé, quoi qu'on en dise, il est resté toujours constant par rapport à sa vision. En tout cas, depuis, je crois, 91-92, juste quand il est venu en Guinée, on l'a vu sur cette même ligne. C'est-à-dire cette inconstance politique, on ne peut pas le lui reprocher. Et c'est votre ami. Non, c'est fait mal, je le reproche. Parce qu'il ne faut pas bannir les vérités parce qu'elles viennent de M. Zidane. Des circonstances. Non, je voulais dire qu'il n'a pas été justement au centre, c'est-à-dire à gauche, à droite. Non, lui, au départ, il faut comprendre le problème des partis politiques et des idéologies. Prenez essayer de vous informer sur l'histoire des idéologies. Michel Alpha s'est proclamé homme de gauche. Vous comprenez? Oui. Alors que toute la philosophie, tous entendus, la vision du monde, etc. Donc, il réfléchit en fonction de ce qu'il perçoit au bout de cette adhésion-là. Et donc, il endosse la négation qu'il a de ce que les autres ont fait et qui ne coïncide pas à ce que lui perçoit. Au moins, j'appartiens à une société multiple. Il y a les Soussous, il y a les Baga, il y a les Nalou, il y a les Marinké, il y a les Konyanké, il y a les Manon, il y a les Manikamori. Il ne faut pas que ma façon de raisonner classe toujours le premier dans une catégorie, le Baga dans une catégorie. Mais qu'est-ce qu'il veut? Puisqu'il est guinéen, il a droit à la production de la Guinée, production intellectuelle, production économique, production philosophique. Alors, il va produire et je lui dis que non, lui je ne veux pas de lui. Pourquoi? De quel droit? De quel... C'est un mauvais gouvernant. Quand on gouverne, on doit faire la symbiose à quoi chaque citoyen tient. Et à partir de ce moment, vous revêtez justement la posture de l'opposant. Non, on n'est pas opposant. On incorpore l'opposition et la mouvance parce qu'eux, ils sont des forces centrifuges. Parce qu'ils fuient le centre. Mais le centre, vous comprenez, ils fuient le centre parce que le centre les oblige à tenir compte de la vérité de l'autre. Alors, M. Doré, vous sentez vos Guinéens, si tout ce que vous faites, n'est-ce pas, rejeté, on ne vous écoute pas. Mais vous avez entendu, M. Doré, pendant que vous étiez justement un fervent défenseur de l'opposition, oui, vous avez dit que l'opposition guinéenne était la plus bête du monde. Mais bien sûr, je peux vous dire que je n'ai jamais changé. Oui, alors quel était votre plan de responsabilité? Je vous remercie de rappeler ça. Oui. J'étais dans une structure parce que nous avions un combat difficile à mener. Puis je vois que chaque fois qu'on approche de la solution, les gens prennent un tournant à gauche ou à droite. Je vous cite un cas. Allez-y. Nous avions décidé d'envoyer un mémorandum à Lance Nakonté. Que si le 25 mai, il ne donne pas satisfaction, nous allons descendre dans la rue. Est-ce que Conté était en train d'étudier notre document? Est-ce qu'il avait repoussé? On ne sait pas, mais on a donné un délai. Mais 10 jours avant le délai, on met les gens dans la rue. J'ai refusé de marcher. Mais
Ziboun. Je suis conservateur par ma naissance. Est-ce que cela faisait justement que de l'opposition, qu'elle soit bête, la plus bête au monde? Est-ce que ça suffisait? Quelqu'un tourne le dos. Nous sommes dans un tunnel, on cherche à percevoir la lumière du jour. Quelqu'un perçoit et à ce moment-là, vous retournez là où nous venons à l'obscurité absolue. Je peux dire que vous êtes intelligent. Alors donc, vous avez dit qu'après avoir passé en revue, n'est-ce pas, les obstacles que le président a rencontrés, vous avez décidé justement de l'accompagner. Alors, quels sont les obstacles que vous aviez eus maintenant pendant ce quinquennat à récapituler pour justement peut-être conseiller votre ami de s'inscrire dans une nouvelle dynamique? Je ne suis pas son conseiller. Je le sais. Voilà. Mais puisque vous l'avez accompagné, vous avez fait la campagne, vous avez fait le déplacement. Je l'ai accompagné. C'est une façon aussi de conseiller. C'est une manière de dire que j'ai aidé pour que le choix qu'il a fait, le choix programmatique qu'il a fait, qui me paraît tout au moins en théorie collé à la réalité. C'est quel choix? Oui, c'est-à-dire que désormais, il prendra les gens sans égard à leur origine ethnique ou régionale ou politique ou idéologique. Il va vous prendre en fonction de vos compétences, en fonction de votre expérience, en fonction de ce que vous avez déjà produit et que vous êtes capable de reproduire. Vous comprenez? Oui. Et ça, je prie le président et je prie Dieu de faire en sorte que ça s'applique parce que la Guinée a besoin enfin de voie royale pour sortir en dépit de ses potentialités de l'insuffisance. Est-ce que cela veut dire que pendant le premier quinquennat, cela a constitué un obstacle justement dans sa gouvernance? Il dit que il a eu des difficultés et il a situé l'origine de ces difficultés. Il a traité certains de menteurs, certains de bandits. La liste serait longue, n'est-ce pas, si on suit cette énumération. Mais ce n'est pas mon travail d'aider le président à citer les gens qui s'est mis en facochère ou en rhinocéros. Vous comprenez? Oui. Donc, il y avait beaucoup de forces d'inertie dans son gouvernement à cause des personnalités qui ont été affectées à des postes très importants pour lesquels il n'avait aucune référence et d'avoir jamais eu à gérer de tels domaines. Oui, mais est-ce que vous pensez que cette posture est encore au-delà justement de sa simple volonté, parce qu'il travaille justement dans un univers donné? Est-ce que vous pensez que cette perception qu'il a, dans sa concrétisation ne se posera pas en termes de problématiques, vous qui connaissez les réalités sociologiques et politiques de la Guinée? Non, moi, ma réflexion m'amène à dire qu'on avait pensé, qu'on avait besoin d'une pensée bien campée sur les problèmes essentiels, bien orientée sur les problèmes essentiels. Il les a énumérés dans son programme comme Chelou en a fait pour son parti, comme Sidi a fait, comme Lansana Conté, comme moi je l'ai fait. Et il s'est donné les moyens. Les moyens, c'est de dégager les gens qui, par opportunisme, par faiblesse ou par manque d'intelligence, se sont arrangés pour entrer dans le gouvernement et qui se contentaient, n'est-ce pas, de rouler dans des prados sans s'occuper de coller avec les problèmes. Oui, mais moi j'ai une petite interrogation par rapport à ça, puisque le président justement l'a dit, il a posé, et cela est concret, il a posé des actes. Il a d'ailleurs, s'il aujourd'hui affiche son indépendance, c'est parce qu'il a posé des actes concrets, n'est-ce pas, auxquels les Guinéens ont adhéré. Cela veut dire tout simplement que son gouvernement a fonctionné. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas de contraste en disant, par exemple, que le gouvernement n'était pas à la hauteur, mais que les actes posés sont concrets? Vous ne pensez pas qu'il y ait contraste à ce niveau, M. Doré? Non, parce que il est ambitieux. Il voulait que tous les problèmes qui sont soulevés dans son programme réussissent au même niveau. Il cite quelques-uns, il cite Kalita. Il ne faut pas négliger. C'est un gros Kalita, c'est quoi? Non. Si on ne peut éclairer que
la Haute-Guinée, si toute la Haute-Guinée était éclairée, les villages éclairés, les voies nationales éclairées, ça ne résoudrait pas le problème guinéen, mais ça ferait une contribution importante. Si on connectait l'éclairage de la forêt et de la Haute-Guinée ou du Fouta, ce ne serait pas suffisant, mais ce serait une contribution importante, en attendant que tout le pays soit éclairé. J'ai ma vision sur la question. Un pays comme la Guinée est très pauvre. Nous ferons partie, il y en a qui par fierté nationale disent que bientôt on va être émergent. On n'est pas émergent parce qu'on le veut, on est émergent parce qu'on produit ce qu'il faut pour assumer l'émergence. Et donc il faut lutter pour que demain nous disons enfin nous sommes sur le chemin de l'émergence. Et ne pas se contenter de l'idéal et le confondre avec la réalité. La politique, c'est le réel. La politique, ce n'est pas la rébellion. Dans la sphère de la politique, il faut toucher. Ça, c'est du bois qui a servi à faire un fauteuil. Vous comprenez? Mais dans le rêve, le contradictoire cohabite. Un petit oiseau. Comme au centre aussi, le contradictoire. Non. Cohabite. Non, le centre, c'est la réalité. Il faut analyser les problèmes en tels qu'ils sont. Trouver des solutions. Ça, c'est un idéal impératif. Quand le philosophe connaissait, avec sa philosophie transcendantale. Oui, mais il dit qu'il y a des devoirs qui relèvent de la catégorique. Tout gouvernement doit pouvoir assurer à son peuple la santé, l'alimentation, la sécurité, etc. C'est dans ce cadre-là que l'on trouve la bonne mesure. Bien, donc alors il y a une question qui alimente la chronique, c'est par rapport justement à ce que vous venez de dire. Il y a qu'aujourd'hui, on parle de gouvernement de compétences, n'est-ce pas? Le président de la République s'est fait écho de la question et dans la rue, justement, cela fait débat. Je voudrais juste m'interroger sur cette question compétence. Parce que la compétence, elle est relative. Ce n'est pas le fait d'avoir un doctorat, par exemple, en santé, qui fait de vous un bon ministre de la Santé. Je ne sais pas. Le Mali en a connu à ses dépens. Cheikh Modibo Diarra est un grand expert de la NASA. Une centrale nucléaire, du point de vue donc compétence, il en avait, mais confronté à la réalité de gestion sur le terrain, ce fut juste automatique. Alors, vous avez cette expérience de faire cohabiter le blanc en même temps. Est-ce que vous pouvez nous dire, conscrire justement cette perception de la compétence, l'homme compétent aujourd'hui, son profil? Quand on dit compétent, c'est-à-dire avoir la formation de base, la science, si ça prend. On n'est pas scientifique, vous l'apprenez, mais c'est en théorie. C'est à l'épreuve, sur le terrain, lorsque vous avez un programme qui relève du domaine de cette science, la dextérité avec laquelle vous réussissez à faire réaliser votre projet, qui fait que vous êtes le meilleur candidat pour être appelé. Oui, mais il n'y a pas un test, c'est des CV juste le plus souvent, ou alors c'est des... Non, il n'y a pas de test, mais un gars a eu un programme en Allemagne, il l'a mené à bonne fin, mais pour que cette compétence en Allemagne puisse prospérer, il manque une condition fondamentale. Oui, mais si vous prenez le cas de l'Allemagne, la sociologie de l'Allemagne, la façon de gérer l'Allemagne, les principes de l'Allemagne, le droit en Allemagne, c'est-à-dire diffère avec les réalités de proximité, et vous travaillez avec des hommes. Pour dire, la formation académique, il a l'expérience du terrain, il a réalisé des projets, mais il trouve des cadres
qui ne marquent pas le pas avec lui. Donc il va échouer du fait des collaborateurs qui n'ont pas cette formation, qui ne connaissent pas cette discipline, n'est-ce pas, au travail bien fait. Donc de sa formation, il va échouer. Vous comprenez? C'est sur la nécessité de former d'une façon sérieuse les cadres ici. Vous avez des professeurs de français, quand ils parlent, on se demande s'ils parlent en ouzbek ou, je ne sais pas, parlent georgien, on ne sait pas. Vous comprenez? Parce que la science est rendue par... Si vous ne maîtrisez pas l'expression, comment vous voulez rendre la science à l'autre? Vous comprenez? Donc ici, le tout est ensemble. Il faut... Le malade comprend, que ses parents comprennent. Et il ne suffit pas de faire des instructions. Je vous retrouve dans deux petites minutes. L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'école nationale supérieure des mines de Rabat, l'institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. Alors, Monsieur Doré, aujourd'hui, maintenant, on va manger la question du fonctionnement des institutions. Il y a que le président de la République doit prêter serment très bientôt. Et aujourd'hui, selon vous et selon vos souhaits, et connaissant l'homme, connaissant les réalités de proximité, sur quel auspice souhaitez-vous justement que cette prestation de serment s'inscrive? Je crois que dans l'intérêt supérieur du pays, comme dans l'intérêt du président, en plus de l'engagement qu'il a pris de s'appuyer sur les gens capables, c'est en même temps de vouer au pays la solennité de sa volonté de faire de ce choix un moyen d'unité nationale. Parce que jusqu'ici, les projets que les gens ont mis en marche ne paraissent pas cohérents. On prend deux religieux pour amener les Guinéens à s'entendre. Mais pour montrer qu'il n'y a pas de problème entre le Soussou et le forestier, il faut amener un rapprochement du passé de ces deux peuples, du passé du Malinké et du Peul. Parce que c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, je vous l'ai dit d'ailleurs, je trouve anormal qu'on donne le nom d'étranger à les enfants des écoles, du lycée, du collège, ignorent complètement les grands héros qui ont la valeur de chacun, qui ont la valeur de Askia Mohamed Touré. Même s'ils n'ont pas la valeur de Smaro Kanté. C'est une voie royale pour le président de lier les deux choses. Et je pense qu'il est important que cela soit fait. Si c'est fait en même temps, il y a tous les problèmes, mais il doit contribuer à poser le train sur des rails bien solides.
doit s'appuyer sur des institutions. Le président Barack Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Et je ne sais pas quelle est votre lecture. Si vous avez des institutions fortes, qu'est-ce qu'il faut avoir d'une institution? C'est l'homme qui est là. C'est ça, on dit, vous êtes le Premier ministre, vous êtes président de la République. Et vous n'avez aucune aptitude à comprendre le champ du Premier ministre ou du président. Ça ne peut pas aller. Donc il faut un homme fort pour amener à faire tourner la machine institutionnelle d'une façon correcte. C'est ça. Et il se trouve que peut-être que dans sa perception, il ne faudrait pas que l'homme soit dominant par rapport à l'institution. Non, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre les deux. Parce que les gens qui nous reprochent aujourd'hui que le chef d'État veut rester 3 ans, 4 ans, 3 mandats, 4 mandats de plus, ce sont eux qui ont inspiré à ces chefs d'État, à l'époque, mais tu es indispensable à ton pays. Si tu pars, qui va rester? Alors, l'habitude est née, et comme l'Africain a chez lui d'une façon innée, le chef du gouvernement, vous tuez 3 personnes et vous échouez, alors vous êtes le bandit conspué dans toute la nation. Vous êtes assoiffé de sang, assoiffé de pouvoir. Hein? Abattez le parti où vous le trouvez. Mais vous faites un coup d'État, vous tuez 50 personnes et vous réussissez. Vous êtes un héros national qui a libéré le peuple de sa souffrance. C'est ce que dit Machiavel. C'est pourquoi il dit, coûte que coûte, il faut atteindre le but. La vie du prince, la sûreté du prince, lui impose de réussir. Il faut être renard et loup à la fois. Voilà, exactement. Tu cites là, dans le texte de Machiavel. Ça, c'est très important. Bien, alors maintenant, le fonctionnement de ces institutions appliquées à la réalité guinéenne, est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos institutions ont répondu aux exigences de la gouvernance démocratique? Non. Alors, vous dites tout de suite non. Je vous dis catégoriquement, nos institutions sont une copie superposée aux réalités des pays qui ont fait l'expérience de la démocratie sur 200 ans, 300 ans, et jusqu'ici, ils arrivent par des moments à rencontrer des difficultés d'application de leurs propres textes qui sont assis sur des expériences, 100, 200 expériences. Vous comprenez? Alors on nous demande d'appliquer avec la même perfection ces textes qui ne conviennent pas à ceux qui l'ont imaginé. Ça ne peut pas aller. Et donc il faut laisser à l'Afrique le temps de se remettre en cause, de voir quel est son vrai chemin. Est-ce que vous pensez que les CENI nous sont imposés? Les CENI, la CENI par exemple, ce qui est une institution. Oui, la CENI est une institution de circonstances. Pourquoi? Parce que l'opposition pense toujours, et souvent avec raison, que si c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit gérer les élections, alors il répartit les voix à sa guise. Vous comprenez? Alors, il faut un organe indépendant. Mais regardez le monde tel qu'il fonctionne. Citez-moi un seul organe qui soit indépendant dans les faits. Ainsi. Non. Je ne vois pas comment le gouvernement peut être indépendant du président. La justice est payée par l'État, par le gouvernement. Je ne vois pas quand les intérêts vitaux du gouvernement sont en cause, comment le juge guinéen, comme ailleurs, comme en France, comme en Afrique du Sud, on peut mettre en cause, n'est-ce pas, l'autorité de l'État. Vous comprenez? Le droit n'est pas un être sorti de nuée. Le droit, c'est une manière de s'arranger pour vivre ensemble. Bien, et toujours parlant des institutions, il y a l'Assemblée nationale. Beaucoup pensent aujourd'hui que c'est une institution, justement, qui bat de l'aile, qui, fondamentalement, n'a pas répondu aux attentes. Autrement, la perception, c'est que les députés que vous êtes adjugés, c'est-à-dire des salaires à la hausse,
Et les réalités, les préoccupations des populations sont restées justement de marbre. Et aujourd'hui même, le règlement intérieur, qui est une loi organique de l'Assemblée nationale, fondamentalement n'existe pas. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui le disent, M. Doré, en tant que député? Je voudrais que vous m'accordiez le meilleur de votre attention. Les députés les moins bien payés sont les députés guinéens. Mais pour faire quel travail? Justement, j'y arrive. Le même travail qu'on fait au Sénégal, le même travail qu'on fait en Côte d'Ivoire, le même travail qu'on faisait au Burkina. Je vais vous dire, le député guinéen gagne 15 millions de francs par mois. Le député de la Côte d'Ivoire, je crois, il doit avoir 20 millions par mois. Et le fonctionnaire qu'il défend, ce député, est payé à combien? Quel fonctionnaire? Le fonctionnaire, justement. Par rapport au député, parce que le député défend les intérêts du peuple, et le peuple se trouve justement incarné par des institutions. Je parle si on doit classer le maître, le professeur de géographie ou le professeur de mathématiques au niveau de la même exigence que l'élève, alors la vie sociale serait impossible. Je prends 100 et l'affaire vient en plénière. La plénière peut décider de voter tout de suite ou d'envoyer le projet en commission pour être mieux structuré. C'est ça. Alors, il se trouve que dans la circonstance d'aujourd'hui, les élections législatives ont eu lieu presque à la veille des élections présidentielles. Et tous les députés appartenant aux partis politiques se sont investis au service de leur parti, ce qui était de droit, pour aller. Donc on n'a pas pu réunir l'Assemblée. C'est ce qui donne ce sentiment de vide. Mais aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par la nécessité absolue de voter beaucoup de projets qui sont sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'en 2016, on va plancher beaucoup, puisqu'on n'a pas pu réunir la session des finances. Vous comprenez? Moi, je vous révèle ça. Ce n'est pas une insuffisance de la part des députés, mais c'est la conjonction de deux nécessités qui a nui au CEDJA. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez prospérer sans qu'il y ait un règlement intérieur? Si, un règlement intérieur. Aussi longtemps que le nouveau règlement intérieur n'est pas adopté. Mais l'ancien fait partie justement des textes que vous avez longtemps combattus. Le règlement intérieur actuel s'applique de plein droit aussi longtemps qu'une loi organique n'a pas été votée. D'abord, vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée. Les opposants ont posé des revendications au niveau du gouvernement et au niveau du président de l'Assemblée. Comme ils n'ont pas eu satisfaction, ils ont exercé un droit reconnu à tous les députés. Ils sont sortis de la salle. Or, le gouvernement n'a pas la majorité des 2/3. Pour voter une loi organique, le règlement intérieur en est une, il faut la majorité des 2/3, c'est-à-dire il faut 76 députés qui composent l'Assemblée. Ce n'est pas les 2/3 des députés présents dans la salle, c'est les 2/3 des députés qui composent statutairement l'Assemblée nationale. À 114, les 2/3, ça fait 76. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas ce nombre-là. Avant de boucler justement cette question sur le fonctionnement de la gouvernance institutionnelle, est-ce que vous avez un mot par rapport à la refonte ou à la réforme de notre administration? C'est une nécessité absolue, presque dramatique, qu'on évite les réformettes, comme on dit en France dans les années 20. Ce ne sont pas des décisions ponctuelles qui vont permettre de donner à la Guinée une administration performante. Parce que nous sommes l'un des rares pays d'Afrique
à n'avoir pas d'école nationale d'administration. Quelle est l'importance de l'école nationale d'administration? C'est de former le fonctionnaire à la mission de l'État. Or, aujourd'hui, l'État que nous accusons, beaucoup de préfets sont soit des instituteurs, soit des commis, soit des commerçants, soit toutes sortes d'un panier à crabe, vous comprenez. Et le problème de salaire n'est pas réglé. Je devais régler ce problème-là, mais je me suis trouvé devant une accumulation de difficultés. Et donc on a pris de l'argent qu'on a donné au gouverneur, au préfet et au sous-préfet selon une gradation adaptée au sens de la responsabilité. Donc aujourd'hui, le problème tient à la création d'une vraie école nationale d'administration. Pas de stage de formation comme ça à la carte. Il faut, si vous avez un doctorat d'État, quelle est l'histoire de Conakry, quelle est et il faut qu'ils appartiennent à un cadre protégé. Parce que c'est aussi l'une des choses, il ne faut pas seulement créer le cadre, il faut que le cadre soit protégé, que les conditions d'avancement, de promotion. Alors, je reviens Jean-Marie Doré. Vous avez une position guinéenne qui était la bête au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez cette position ou bien vous pensez qu'il y a eu une avancée? Quel est votre regard? Elle est dans la confusion totale. Laquelle? Nous avons créé un parti, enfin une alliance qui s'appelait le Centre républicain, le CR. Au départ, il y avait Bari Bouakar de Mamou, Kassori Fofana, certains comme Bam Madou, comme Siadji Diallo, comme Alpha Condé, qui s'attenaient, ils s'engueulaient. Vous comprenez? Oui. Bon, aujourd'hui, ceux qui se font appeler opposants, je me demande quelle couleur ils revêtent, quelle est la couleur de leur cravate. Peut-être le centre de l'Ouest, mais l'opposition a demandé de négocier avec le président et que serait exclu de cette négociation tous ceux qui ne sont pas de l'opposition. En fait, de l'opposition pour faire partie, qu'est-ce que c'est qu'être opposant? Et opposant, celui qui proclame qu'il est opposant aux yeux de la loi. Vous créez votre parti, à l'Assemblée, vous êtes de où? Je suis de l'opposition. Alors vous l'êtes. Personne n'a le droit de dire non, votre prise de position est telle que vous n'êtes pas opposant. Donc, ils ont exclu beaucoup de partis. La politique. Mais ils n'ont pas cherché à étudier. Donc il fallait trouver un moyen d'invalider ces résultats. M. Chinit dit bon, mon assistant va signer à la place. Bon, dans cette affaire-là, cet assistant il l'a trouvé ici. Ce n'est pas celui que M. Ban Ki-moon a envoyé. Et il ne signe pas le document. Alors que l'accord de CEDO. Il dit à celui-là, c'est pas normal le cas, ça. C'est un clan de rien. C'est pas un document juridique. Il faut qu'il soit revêtu des gens qu'on a énumérés comme faisant partie des négociations. Ils n'ont pas fait. Et lorsqu'on a demandé au gouvernement d'appliquer, il a dit, mais appliquer quoi? Le texte là ne signé que de vous. L'opposition était seule à signer le document. L'arbitre qui est venu pour authentifier la volonté des partis
au nom des Nations Unies, n'a pas apposé sa signature. Donc, le document était nul. Troisième cas d'invalidation par mois de cette conglomérat de gens qui se cherchent la nuit avec des torches éteintes. On négocie dans la maison commune le recul nécessaire de la date des élections législatives. Les débats sont très difficiles. On est maintenant proche. Nous demandions un mois de recul pour bien organiser. Mais les gens qui soutenaient le gouvernement à l'époque étaient des gens très malins, très vicieux. Comme ils voient qu'on ne peut pas quitter la salle là, sans avoir signé le document, on dit il faut quand même qu'on prenne un petit pot une pause café, et après on revient dans la salle, il fait trop chaud ici. Alors, s'il donne son accord, il donne son accord, et on suspend la séance, 30 minutes. Alors, s'il va chez lui, je réfléchis, je dis, mais on est piégé là, c'est pas bon. Je fonce c'est lui. Je dis, mais c'est lui. Vous avez foncé en quelle qualité? Opposant ou au centre? Un parti politique. Il faut que tout le monde ait encore un parti politique. Mais de quel... Non, puisque la démarche... Non, la loi ne se fait pas à l'opposition. La loi, vous lisez la charte des partis. Oui, la charte des partis dit on crée des partis. C'est maintenant à l'Assemblée ou dans les institutions. Oui, mais on crée des partis quand même. Il y a un positionnement des partis politiques. Non. Ça, c'est doctrinalement, je ne suis pas d'accord. Bien, d'accord, allez-y. Voilà. Donc, il dit non, Jean, si on ne nous donne pas au moins 3 semaines, moi je n'irai pas aux élections. Je dis oui, mais il ne faut pas dire ça pour changer après. Non. Je dis que Talibé perd son âme. Quand on quitte la petite case de Selou pour traverser le salon, je vois arriver l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le représentant de l'Union européenne, et puis un autre là, j'ai oublié son nom. La communauté internationale. Ils étaient surpris de me voir là. Bon, moi, je fais semblant que j'étais là par hasard. Je suis parti. Comme vous savez le faire. Avant d'arriver chez moi, Badiko me téléphone. Mais doyen, qu'est-ce que vous avez foutu encore dans votre histoire d'opposition là? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, si lui a foutu la pagaille dans cette affaire-là, il vient donner son accord pour que les élections aient lieu le lundi 4. J'ai dit, mais non, écoute, Badiko, si tu as des comptes à régler avec Selou, choisis notre terrain. Mais je viens de le quitter à l'instant. Il m'a dit que si on ne donne pas au moins 3 semaines, lui, il n'y a pas... Il dit non. Donc ça, c'est le 3e cas. Mais je pourrais te citer jusqu'à minuit des cas comme ça, où des gens... Parce qu'il n'y a pas de réflexion. Il faut réfléchir. La politique, c'est une question de réflexion, de décision et d'application de la décision. Alors si aujourd'hui on vous demandait, M. Doré, après 5 ans de gouvernance Alpha Condé, pour son premier quinquennat, qu'est-ce qui, selon vous, a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement, un peu de mots? Un bilan, celui qui fait le mieux faire, c'est le ministre des Audits. Je ne suis pas ministre des Audits. Non, je voudrais avoir votre lecture. Oui, j'arrive. C'est pour vous dire qu'il peut y avoir des imperfections dans ma vision de la gestion de M. Alpha Condé, mais à un chef d'État, on ne peut pas demander toujours que le prix de la tomate a augmenté. Il a 2 axes d'action. Il avait promis de donner le courant, il n'a pas pu le donner à toute la Guinée, il l'a donné à Conakry. Parce qu'il faut quand même que la capitale, où se trouvent concentrés les services, soit éclairée. Et vous êtes une partie de la moyenne Guinée? La moyenne Guinée, Mamou. Et une partie aussi de la basse Guinée? Oui, mais je crois qu'il n'a rien. C'est moi qui ai ordonné comme bitume les voies urbaines. Parce qu'en saison de pluie, je crois devient bourbier. Et en saison sèche, c'est la gloire de la poussière. Et
sur le 31 km de voie urbaine, on a... Mais vous avez parlé de l'électricité. Oui, mais les deux se confondent. Parce que... Donc vous pensez que du point de vue des voies de communication, il y a eu des améliorations? Non, sur le plan des infrastructures routières, un effort sérieux a été fait. Bien. C'est vrai. Mais là où il n'y a pas eu, à mon avis, d'efforts soutenus, à cause de certains alliés que M. Alpha Condé reconnaît aujourd'hui qu'ils sont des bandits, l'agriculture n'a pas répondu au rendez-vous. Au contraire, l'agriculture a donné lieu à des manipulations de prix, etc. etc. Donc il y a eu des problèmes à ce niveau. Voilà. Alors, M. Jean-Marie Doré, je suis vraiment très content de vous avoir reçu dans cette émission Justice-Démocratie. Je précise justement à nos nombreux téléspectateurs que vous êtes une référence en matière politique. Je l'ai dit que vous avez fait partie de toutes les grandes expéditions politiques de la Guinée post-indépendance. Alors, je vais devoir vous quitter, mais d'ici là, est-ce que vous avez en quelques 30 secondes un petit mot justement à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment même? Mais je veux dire à mes compatriotes que l'espoir est permis. La nation ne se construit pas en un jour. Les pays comme l'Italie ont connu dans le Latium l'Empire, puis l'Empire s'est désagrégé, puis l'Italie est née. L'Espagne a été la première nation, la première puissance mondiale, et secondée par le Portugal. Regardez la carte d'Europe, le Portugal c'est une portion comme ça. Et le Portugal est tombé parce que le Portugal commandait les mers du Sud et l'Espagne toute l'Europe. Et tout cela doit nous amener à beaucoup plus de modestie lorsque l'on juge les actes des hommes d'État du temps présent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut justifier les échecs des hommes d'État de maintenant, mais c'est pour montrer la complexité de gérer l'État. Parce que parfois, vous privilégiez des actions qui devraient répondre aux besoins de la population, puis en cours de route, il s'avère que vous vous êtes trompé d'option parce que vous avez vu un mirage. Vous comprenez? Et donc nos compatriotes ont le devoir d'exiger toujours pour éveiller l'attention, attirer sur l'attention du gouvernement sur leur situation, que le gouvernement ne dorme pas sous ses lauriers, et c'est très important, et que la Guinée a besoin de calme et de sérénité, et pas dans la servitude, mais dans le souci partagé de produire pour que notre peuple vive dignement, pour que nous ayons des barrages. Nous n'avons pas les moyens de financer par nos propres moyens pour s'endetter. Au frère me disait un jour, M. Doré, je craindrais le jour où j'apprendrais que des pays sont en prison. La Côte d'Ivoire ne doit jamais aller en prison. C'est pourquoi je m'endette. Il ne faut pas craindre de s'endetter. Bien. Si c'est nécessaire. Bien. Alors donc, il ne me reste plus donc à vous dire merci, M. Jean-Marie Doré, d'être venu dans cette émission Justice et Démocratie. Amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission. Nous avions en exclusivité comme invité aujourd'hui l'un des doyens de la politique guinéenne. Il s'agit de M. Jean-Marie Doré. Je l'ai dit tantôt, M. Jean-Marie Doré, justement, est une bibliothèque politique. Il a fait partie justement des grandes expéditions politiques dans ce pays. Et justement, il y a aujourd'hui un label Made in Jean-Marie Doré, en tout cas dans l'échiquier politique guinéen. C'est le centre justement qui est pas loin du pouvoir, pas loin de l'opposition, essaie justement d'être au centre des préoccupations de la vie politique en Guinée. Nous disons merci à M. Doré d'être venu dans cette émission. Je pense justement qu'on va le retrouver très bientôt dans d'autres émissions, débats dans cette émission Justice et Démocratie. M. Doré, merci de nous avoir honorés. Bien.